Il y a quelques jours, je vous parlais du Xiaomi 17T Pro, voilà son petit frère. Ça, c'est le Xiaomi 17T, moins cher, moins spéqué. Est-il aussi intéressant? Est-il un bon plan? Faut-il l'acheter? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. On y va. Le Xiaomi 17T arrive dans cette boîte. Jolie boîte de Xiaomi, voilà, rien de particulier à vous dire, si ce n'est qu'il n'y a pas de bloc de charge. Ça, on le sait aujourd'hui chez Xiaomi. D'ailleurs, un peu partout, les blocs de charge ont disparu. Les boîtes sont vides, vous avez juste le câble pour venir le recharger et c'est largement suffisant. On retrouve ensuite le smartphone à l'intérieur qui reprend les mêmes codes que le Xiaomi 17T Pro. À la différence, c'est que lui, je le trouve moins lourd lorsque je l'ai pris en main la première fois. Je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, le Xiaomi 17T Pro, j'ai trouvé un petit peu lourd. Le Xiaomi 17T l'est moins. Il fait 200 grammes contre 219 grammes pour le modèle professionnel et c'est vrai que ça se sent quand même au bout des doigts. On retrouve toujours, regardez là, juste ici, ce module photo sur le côté qui est déporté avec en réalité 3 caméras, le grand angle, l'ultra grand angle et le périscope et je vous en parle dans quelques instants. Ici, vous avez rien du tout. On retrouve toujours ici la marque Xiaomi, la norme CE qu'on voit ici apparaître et que j'aurais préféré toujours être sur un petit côté. Bon voilà, bouton de volume, bouton pour l'allumer et pour l'éteindre et puis sinon c'est tout quoi, vous voyez. On le recharge en USB-C, tiroir de carte SIM qui peut avoir une carte SIM ou 2 cartes SIM, c'est de la nano SIM. On peut également mettre des eSIM, une eSIM ou 2 eSIM, ou alors on peut faire un mix. On peut mettre une carte nano SIM ou une carte eSIM. Comme ça, vous faites à peu près ce que vous voulez et c'est plutôt très bien. Donc en termes de design, moi, ce smartphone, je le trouve chouette. On a des bords qui sont assez fins sur tous les côtés, légèrement courbés ici. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à raconter. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'avant, comme sur le modèle Pro, vous avez un Corning Gorilla Glass 7i qui le protège. Il est disponible en 4 couleurs. Il est disponible en violet comme on l'a ici, en noir, en bleu, mais également en blanc. Petite parenthèse, mais elle vous concerne. Si vous en avez marre de passer vos appels téléphoniques dans des endroits bruyants et on ne vous comprend pas, eh bien j'ai la solution pour vous. J'ai reçu cet écouteur. Cet écouteur, c'est le Soundcore Liberté 5 Pro qui permet d'isoler ma voix grâce à la puce maison Anker SUS. C'est la première puce IA Computing Memory au monde qui permet d'avoir une puissance de calcul 150 fois plus élevée. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Guinness World Record. Les écouteurs les plus clairs au monde pour les appels dotés de la puce Anker SUS, où vous avez pas moins de 10 capteurs, 8 micros à conduction aérienne et 2 micros à conduction osseuse. En plus de ça, vous avez l'ANC 4.0 adaptatif et tout ça se fait en local. Vous pouvez piloter beaucoup de choses depuis l'écran de vos écouteurs. En plus de ça, vous avez une qualité de son supérieure avec l'Ear ID 5.0 et l'AI LDAC. Les Liberté 5 Pro ont une énorme autonomie, 58 heures sans ANC, 28 heures avec ANC et une charge rapide. En 5 minutes, vous gagnez 4 heures de lecture. Et cerise sur le gâteau, il y a également les Liberty 5 Pro Max qui existent. Vous avez toujours les appels avec une qualité qui est hyper claire, mais en plus de ça, vous avez un écran AMOLED de 1,78 pouces avec en plus, et c'est vraiment bien, de la prise de notes avec IA. Ça c'est génial quand vous êtes dans un endroit et que vous voulez vous souvenir de tout. Vous prenez votre boîtier, vous lancez l'AI Note Taker et toutes les notes vont se prendre automatiquement. L'autonomie est excellente et vous avez énormément de commandes sous la main grâce à cet écran AMOLED. Les Liberty 5 Pro sont disponibles au tarif de 179,99 €, tandis que les Liberty 5 Pro Max sont disponibles au tarif de 239,99 €. Je vous invite vraiment à venir les découvrir. Je vous mets le lien juste en bas dans la description. Ça va totalement changer votre façon de gérer vos appels téléphoniques dans les environnements bruyants. Et bien plus que ça encore. Premier sujet qui nous intéresse et qui est différent par rapport au modèle Pro, c'est l'écran. Ici, vous avez un écran qui est un peu plus petit. Dans les deux cas, vous avez une dalle AMOLED. Dalle AMOLED, vous savez, c'est la technologie OLED. Un pixel noir est un pixel éteint. Ça veut dire qu'on va moins consommer d'énergie, ce qui est plutôt très bien et une bonne chose. Lorsque vous arrivez par exemple ici sur affichage et luminosité, vous passez en thème sombre, et bien tout ce qui est noir en fait sont des pixels éteints, donc on ne consomme pas et ça c'est vachement cool. Ça permet également lorsque vous jouez à des jeux ou que vous regardez du contenu d'avoir des noirs profonds, d'avoir des contrastes infinis et c'est une très bonne chose. L'écran ici fait 6,59 pouces contre 6,83 pouces sur le modèle Pro. Le taux de rafraîchissement change également, on n'a pas un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 Hz mais ici jusqu'à 120 Hz. De vous à moi c'est largement suffisant et ça sert à rien d'avoir du 144 Hz sur son smartphone, donc c'est très bien. La taille de l'écran, même si elle est plus petite que le modèle Pro, je la trouve vraiment convenable et il n'y a aucun problème. La résolution c'est la même, 1,5K. En termes de prise en main, vous voyez, c'est un bon smartphone, il se tient bien en main, il rentre facilement dans une poche, aucun problème, il n'est pas trop gros, il n'est pas trop lourd. Pour moi, c'est vraiment un très bon format ici, donc il n'y a aucun problème. Même petit problème que j'avais souligné sur le modèle Pro et qu'on retrouve sur beaucoup de smartphones, le capteur d'empreinte digitale est trop bas, ce qui fait que, eh bien, lorsque vous le tenez comme ça, on s'en sort à la verticale, il faut venir un
petit peu gesticuler, modifier sa main. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus au centre. Bon, voilà, ici pour moi c'est là, c'est le bon endroit. Bon, il est plus bas, ça fonctionne, ok. Donc cette taille d'écran pour moi elle est convenable. En termes de luminosité, c'est aussi vraiment très bien. On a un pic de luminosité à 3500 nits comme sur le modèle Pro, aucun problème. À l'extérieur, lorsqu'il y aura beaucoup de soleil, il sera lisible pour vous, pas de problème. HDR10+, Dolby Vision, bon ok, tout ce qu'on trouve dans le haut de gamme aujourd'hui. Et puis Xiaomi veut prendre soin de vos yeux également avec pas mal de choses qu'on retrouve sur les modèles les plus haut de gamme de Xiaomi, ce qui est une très bonne chose. On a une certification par TÜV Rheinland, comme quoi ce smartphone lutte contre la lumière bleue, mais d'un point de vue matériel, pas uniquement d'un point de vue logiciel, donc ça c'est très très bien. Il prend soin également de votre cycle circadien, c'est le cycle que vous avez au moment où vous allez vous endormir, comme ça pas de problème d'endormissement. Flicker free également, l'effet flicker, quand on baisse la luminosité, ça fait des petites barres qu'on voit quand on va prendre notre smartphone pour venir filmer, et puis vous vous en rendez pas compte, mais ça participe vraiment à la fatigue oculaire, donc lui, il va également prendre soin de vos yeux là-dessus. Donc il y a plein de petites fonctionnalités qui sont pas mal. Ça n'empêche pas bien évidemment qu'il faut faire attention vous, notamment le soir, à pas être sur les écrans tout le temps comme ça, parce que bon, c'est pas magique non plus, mais il y a plein de technologies qui sont vraiment intéressantes là-dessus. Même chose que ce que je vous ai dit sur le modèle Pro, vous avez deux haut-parleurs, un haut-parleur ici qui est le haut-parleur principal, et vous avez un haut-parleur de renfort qui est situé juste là. Et quand vous mettez le son, il y a un petit déséquilibre quand même. Regardez. Chez Xiaomi, on est dans la première moitié tout de suite de l'année 2026. Là, c'est vraiment un petit haut-parleur de renfort. On n'entend pas vraiment bien. On entend très bien que celui-là. Donc en fait, l'effet stéréo, il est là. Le confort stéréo n'est pas forcément là. Mieux vaut écouter avec des écouteurs si vous voulez profiter de la meilleure expérience. Attention aussi, on fait attention à pas mettre le volume trop fort. On ne s'abîme pas les oreilles avec des écouteurs, mais c'est là où vous profiterez de la meilleure expérience de stéréoscopie. Alors normalement, lorsqu'on utilise son smartphone, on le met à la verticale comme ça. Bon, vous aurez pas trop de problèmes. De toute façon, vous n'allez pas avoir vraiment d'effet stéréo comme ça parce que le son vient de là et non pas comme ça. Donc bon, voilà, c'est pas extrêmement dérangeant non plus. Maintenant, ce qui change, c'est le processeur. Vous avez une puce de Mediatek dans tous les cas. Ici, c'est un Dimensity 8500 Ultra qui est moins performant que le Dimensity 9500 qu'on a dans le modèle professionnel. Celui-ci est gravé en 4 nanomètres versus 3 nanomètres sur le modèle Pro. On s'en doutera ici, Xiaomi a dû faire des choix pour avoir un smartphone qui est performant, mais moins que le modèle Pro. Et forcément, ça coûtera moins cher. La puce que vous avez ici permettra de faire fonctionner un smartphone sans aucun problème. Vous irez moins loin au niveau des jeux les plus gourmands, mais pour les usages du quotidien, très honnêtement, il n'y a aucun problème. Alors on peut installer des jeux, on peut faire tourner des jeux, c'est un smartphone haut de gamme, c'est une puce haut de gamme ici, mais qui va moins loin que celle du modèle Pro. Donc bon voilà, il n'y a pas de grosse surprise ici. Vous avez également 12 Go de RAM en LPDDR5X, même chose que sur le modèle Pro et c'est une très bonne chose. Vous avez également de l'UFS 4.1 pour le stockage, qui est très bien. Par contre, il y a une petite différence. Là, vous avez 256 et 512 de stockage, vous n'avez pas les 1 Tera qu'on retrouve sur le modèle Pro, mais de vous à moi, 512, c'est vraiment déjà vachement bien et vous n'aurez aucun problème. Et sur la version 256, vu que en règle générale, on met aussi ses photos dans le cloud, bon, 256, ça fait aussi l'affaire. On retrouve également le système de refroidissement 3D Ice Loop de Xiaomi ici, ça marche. Le smartphone pourra éventuellement chauffer lorsque vous mettez de la recharge rapide qui est moins rapide que la recharge rapide du modèle Pro. Ici, c'est de la recharge en maximum 67 watts versus 100 watts sur le modèle Pro, mais 67 watts de vous à moi, c'est déjà très suffisant, donc il n'y aura aucun problème ici. On a de la recharge sans fil 50 watts et de la recharge inversée filaire en 22,5 watts. Ça, c'est la même chose qu'on retrouve sur le modèle Pro, donc là-dessus, il n'y a pas de différence. La batterie est également un peu moins grande. On a une batterie de 6500 mAh ici, également en silicium carbone. L'autonomie est très bonne, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, il a fallu que Xiaomi fasse des différences entre le modèle Pro et le modèle non Pro, mais ce que vous avez ici, l'atout d'un flagship. Il y a d'ailleurs des smartphones flagship qui coûtent plus cher que celui-ci et qui n'ont pas cette vitesse de charge et qui n'ont pas cette taille de batterie. Donc croyez-moi, ici, vous n'avez pas de soucis. On retrouve toujours l'expérience HyperOS 3 qui est vraiment cool, avec un OS qui est bien conçu, qui est malin, avec HyperAI qui est l'intelligence artificielle de Xiaomi. Bon, c'est pas les fonctionnalités que je vais utiliser le plus sur ce smartphone, mais elles ont mérite d'exister. Après, vous avez Gemini, on peut avoir Gemini Live bien évidemment. Vous allez avoir quelques assistants de rédaction IA qui vont pouvoir vous aider au quotidien, de l'interprète qu'on va pas utiliser énormément, de la reconnaissance vocale avec de l'IA, quelques petites fonctionnalités un peu marrantes, mais qui sont pas ici les plus importantes. Par contre, ce qui est important et ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'on va retrouver ici au niveau de la photo, parce que, regardez, on le voit toujours ici, on retrouve le logo Leica, parce que oui, bien évidemment, toute la partie photo de ce smartphone est faite en partenariat avec Leica, et ça, c'est vachement bien. Donc la première chose à savoir, c'est qu'on retrouve des optiques Leica Sumilux ici dans ce smartphone, la même chose que dans le modèle professionnel, et la même chose que dans les gammes les plus hautes qu'on va retrouver chez Xiaomi. La différence que vous allez retrouver sont au niveau des capteurs. Oui, alors regardez, je vous le disais, là, c'est le capteur grand angle. Vous avez un équivalent de 23 mm, c'est un capteur de 50 mégapixels, sauf qu'ici, vous avez un capteur Light Fusion 800, alors que sur le modèle Pro, c'est un capteur Light Fusion 950, qui sera donc meilleur. Ouverture f1.7, stabilisation optique, pas de problème. Ici, on a un ultra grand angle équivalent 15 mm,
12 mégapixels. Ok, bon, je vous montre les photos dans quelques instants parce que j'avais trouvé que l'ultra grand angle n'était pas très bon sur le modèle Pro. Vous allez voir dans quelques instants si c'est également le cas ici ou pas. Et puis on a un périscope ici, équivalent 115 mm, capteur de 50 mégapixels, ouverture à f3.0, bien évidemment stabilisé optiquement avec un zoom optique x5 et on va jusqu'à un zoom numérique x120 et on regarde les photos dans quelques instants. À l'avant, on a une caméra de selfie de 32 mégapixels comme sur le modèle professionnel. On retrouve les Leica Live Moments, ce sont les photos animées de Xiaomi. On a toujours le style Leica authentique et Leica Vibrant qu'on va pouvoir changer ici. On a les filigranes Leica, on a le son de l'obturateur Leica, enfin bref, ce smartphone, il sent le Leica de tous les côtés. Allez, je vous emmène en cuisine sur la partie photo. Bon, bah ici, globalement, pas grand chose à dire. On est dans une photo d'intérieur, tout ressort plutôt pas mal, ça va. Sur un plat avec un petit houmous, les couleurs sont respectées. Alors peut-être que vous allez voir sur quelques photos un peu rapprochées, la distance était un petit peu compliquée. Bon, là, j'ai un peu trop zoomé. Vous voyez, vraiment trouver la bonne distance en macro, c'est un peu compliqué. Vu que la macro se fait pas avec l'ultra grand angle, il faut quand même vachement vous éloigner. En termes de prise de vue, je trouve ça pas extrêmement pratique. Parce que dans les smartphones, vous avez deux façons de voir la macro. Soit le smartphone est assez proche, vous passez par l'ultra grand angle, soit vous passez par le téléobjectif, et là, il faut vraiment se reculer. Mais bon, voilà. Donc, on arrive quand même à sortir des choses assez jolies. Vous voyez, par exemple, ici, je trouve que il y a assez de piqué, les couleurs sont respectées, il y a du flou en arrière-plan, et là, c'est trop proche, quoi, vous voyez. Bon, voilà, c'est un petit point de détail. Alors là, on a un Leica Vibrant, je pense que ça va pas vous échapper, c'est assez saturé. C'est malgré tout assez efficace. On voit bien toutes les parties qui sont ombragées, qui ressortent bien, les expositions sont bien maîtrisées, le HDR fait bien son boulot, il y a du détail. Quand on passe sur l'ultra grand angle, alors vous voyez, j'ai encore laissé traîner mon bout de doigt, ça je l'avais déjà montré sur le Xiaomi 17T Pro. Bon, hop, là je l'élimine, hop là, plus de bout de doigt. En fait, le truc qui m'intéresse, c'est ce que j'avais eu sur le Xiaomi 17T Pro, c'est que je trouvais qu'il y avait une vraie différence entre le grand angle et l'ultra grand angle. Je trouvais l'ultra grand angle beaucoup plus terne, et lorsqu'ici je viens comparer, et bien vous voyez, alors autant je perds en piqué forcément, bon là il y avait mon doigt, mais là je perds quand même en piqué par rapport à ce que j'ai sur le grand angle, c'est pas énorme, mais il y a une moins grosse différence. On voit, si vous regardez le ciel, que le bleu est un peu moins saturé que ce que j'ai de l'autre côté, mais si on regarde la façade à droite ici et qu'on regarde ici, il n'y a pas une énorme différence. Je pense en fait ça s'explique parce qu'en fait le capteur principal que vous avez ici va être moins de bonne qualité que celui qu'on retrouve, en tout cas sera moins performant, moins haut de gamme que celui qu'on trouve dans le modèle Pro, donc l'écart est moins important avec l'ultra grand angle. Ceci explique donc cela. Donc on a des photos qui sont plus cohérentes ici. Alors là, je passe sur le x2, puis après on se rapproche, x5, x10, et puis après on va aller jusqu'au x120 ici. Alors le x120 est inexploitable, mais vous voyez quand même qu'on peut se rapprocher et aller suffisamment loin, parce que quand on regarde ça, on part quand même d'ici. Vous voyez, donc on se parle vraiment de la zone qui a tout en haut, juste ici au niveau de la coupole du bâtiment en face. Donc c'est vraiment extrêmement efficace et ça marche bien. Il y a une vraie cohérence entre les photos, les images sont bonnes, ça marche. On continue ici ensuite de l'autre côté, c'est saturé Leica Vibrant, l'ultra grand angle. Vous voyez, si vous regardez la façade du cercle d'hiver sur la gauche et qu'on passe, vous voyez tout de suite c'est quand même un peu plus terne, c'est quand même un peu moins bon. Donc l'ultra grand angle c'est un peu comme sur le modèle professionnel, un peu le parent pauvre de la photo ici, sauf que comme le capteur principal, le Light Fusion 800 est un peu moins bon que le 950, on voit moins la différence. Mais ça permet quand même d'avoir des photos qui sont cohérentes, qui sont de bonne qualité dans tous les cas, et ça pose aucun problème, donc ça va bien. Alors, je vous ai pris quelques photos différentes avec le soleil en face, et dans tous les cas, vous voyez, il s'en sort quand même plutôt pas mal. L'ultra grand angle fait le boulot, et ça reste assez cohérent. On voit que c'est moins saturé. Si vous regardez bien le ciel, quand on passe sur l'ultra grand angle, le ciel est quand même désaturé. Bon voilà, ultra grand angle de 12 mégapixels, il fait pas non plus de la magie. Les couleurs sont bonnes, les couleurs sont respectées sur le grand angle. Là, avec mon pote Eddie en caméra de selfie, alors on voit qu'effectivement, le soleil commence à laisser des petites marques au niveau de l'optique ici à droite à gauche, mais dans l'ensemble, les photos de selfie sont pas mauvaises. Là, je l'ai prise vraiment avec, vous voyez, le côté soleil, côté ombre, pour voir ce qui ressortait. C'est assez équilibré, c'est pas mal, on n'est pas surexposé, on voit quand même ce qui se passe dans la partie ombre, et je le trouve assez bon. Caméra de selfie, là, vous voyez, on change un petit peu, ça fonctionne, mais dès qu'on était à contre-jour, là, il a eu un peu de mal. Donc là, je suis tout pied cramé. Bon, voilà. Donc là-dessus, c'est un peu plus difficile pour lui. Et puis après, on continue la grand angle, ultra grand angle, pour voir le bâtiment. Et puis on va aller chercher, regardez, lui, là, juste là, en se rapprochant. Et je trouve que moi, c'est vraiment le truc qui m'intéresse et qui me bluffe ici, c'est que le zoom est vraiment extrêmement efficace. Voilà. Et puis le mode portrait avec mon copain Anne, mode portrait qui fait toujours très très bien le boulot, qui détourne vraiment bien. Si on regarde les petits cheveux sur le haut, on se rapproche, là, vous voyez, en portrait x2, on a jusqu'au x5 qu'on va regarder après. Eh bien, c'est bien détouré, c'est net, on a vraiment de la matière, du piqué, c'est bien, c'est joli. Et sur le x5, là, on voit que sur le côté à droite, là, il commence sur les petits cheveux à avoir un léger flou dessus, à gauche aussi, mais franchement, il les a bien reconnus, c'est bien processé, donc ça, c'est vraiment extrêmement efficace. En vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Ici, vous n'avez pas de 8K, le processeur ne le permet pas, donc de la 4K 60, ce qui est déjà largement suffisant. Je sais pas d'ailleurs, et dites-le moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà filmé en 8K et est-ce que potentiellement c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? À noter qu'ici, vous n'avez pas de ralenti en 4K 60, on peut aller jusqu'en 1080p à 9
960 me semble-t-il, mais pas de 4K. Et puis on peut filmer également en log, en 4K 60, ce qui est pas mal du tout pour les créateurs de contenu qui veulent vraiment soigner leur image. Autre différence avec ce modèle, c'est que vous n'avez pas de Wi-Fi 7, vous avez du Wi-Fi 6E. Il a bien évidemment du Bluetooth 6, du NFC pour le paiement dématérialisé et il est certifié résistant à la poussière avec une certification IP68. Alors parlons du tarif, ça nous intéresse parce que j'avais reproché au modèle Pro d'être trop cher. On va regarder comment est-ce que Xiaomi est venu positionner ce smartphone. Sur la version 12, 256, le Xiaomi 17T propose au tarif de 753 €, mais pour le lancement, on le retrouve à 703 €. Donc franchement, 700 € pour ce smartphone, ça c'est un bon tarif. Et sur la version 12, 512, il coûte normalement 803 €. Et pour le lancement, on le retrouve au tarif de 713 €, ce qui est franchement extrêmement bien positionné. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de version de 1 Tera, donc ça coûte forcément moins cher. Et quand on met en perspective par rapport au Xiaomi 17T Pro, qui lui, hors remise, coûtait 903, 1003 et 1103 €, je trouve que là, pour le coup, on a un vrai bon prix et ce smartphone est vraiment bien positionné. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce Xiaomi 17T? Pour moi, il est vraiment bien pour toute la partie multimédia. L'écran est suffisamment grand, l'audio est perfectible, mais ça va, les bords sont fins, le design est bien, la prise en main est bonne, l'autonomie est aussi vraiment bien avec une très grosse batterie et de la recharge rapide, mais attention, il faut que vous achetiez le chargeur compatible à côté si vous voulez profiter de la charge 67 watts, sinon vous pourrez être limité. En photo, c'est un bon outil qui est polyvalent, le grand angle est vraiment bien, ce téléobjectif est vraiment intéressant pour aller chercher des choses. Surtout, on retrouve tout l'esprit de la photo Leica, donc ça c'est vraiment cool. Il n'a certes pas toutes les dernières fonctionnalités, mais vu son prix à 700 €, 750 €, franchement ça va vraiment bien. Pour moi ici, la bonne configuration et celle qui est intéressante, c'est la 12-256 qui est extrêmement bien positionnée en tarif pour voir que c'est un smartphone haut de gamme, parce que oui, c'est le cas ici. Donc je trouve que Xiaomi a vraiment frappé fort ici avec ce smartphone parce que vous avez l'univers Leica aux alentours des 700-750 €. C'est vraiment bien, il est polyvalent, vous avez suffisamment de performance, vous avez une belle autonomie, vous avez de jolies photos, ce qui en fait pour moi aujourd'hui un smartphone super intéressant en 2026 et probablement aussi en 2027. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le Xiaomi 17T Pro, si ça vous intéresse de vous faire votre avis également sur ce smartphone, la vidéo est juste là, foncez la voir, c'est pas mal du tout.